Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de ce dimanche 8 avril 2018. Le journal que nous avons ce soir, en tout cas, le privilège de vous présenter. Ce soir, nous recevons pour vous Gabriel Mokia, président national de MDECO. Il est également initiateur de la plateforme Union de l'opposition congolaise. Et voilà, c'est avec lui que nous allons analyser les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur Canal qui est la télévision. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Président national de MDECO. Oui. Le parti, comment il va aujourd'hui? Très bien. Le parti se prépare pour affronter les élections. Et la plateforme en même temps ou le Et la regroupement? plateforme en même temps. Peut-être je serai désigné pour représenter le parti à l'élection présidentielle ou d'autres places pour voir un peu ce qui va se passer. C'est le 23 décembre 2018 les élections. Ce n'est pas loin, mais on se prépare. C'est, je crois, à 8 mois simplement aujourd'hui. Oui. Mais les élections, si vous avez un peu de moyens, vous avez l'adhésion de la population, vous atteindrez votre but. C'est ça les élections. Ce n'est pas de faire trop de bruit, mais on peut toujours aller aux élections, convaincre. Est-ce qu'il vous arrive de faire un petit sondage, l'image de Gabriel Mokia, l'image de son parti, auprès du public? Comment vous voyez? L'image, c'est très bien. Sauf quelques requins ont voulu ternir l'image de Gabriel Mokia qui est allé. Allé. Je ne sais pas comment on bouffe. Moi, je n'ai jamais bouffé depuis que je suis à l'opposition. Je suis venu avec mon argent en tant qu'homme d'affaires. Aimé bien. C'est le pouvoir, c'est la politique qui a englouti mes biens. Mais maintenant, Nalé, il n'a pas voulu. Allez, ça veut dire qu'il est corrompu par le pouvoir. Il est corrompu. Par le pouvoir. Par le pouvoir, par le président de la République. Mais or, je vais écrire au président de la République ceux qui disent que le président de la République vient de prouver où est-ce qu'il allait. Mais les gens commencent maintenant à avoir peur. Parce que je suis sorti maintenant sur le terrain avec force pour attaquer n'importe qui va encore utiliser ce genre de bêtises pour ternir mon image. Moi, je suis un homme très propre, très correct dans la vie. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un, je n'ai jamais trompé quelqu'un. Moi encore, le peuple, je ne peux pas le tromper parce que le peuple a vu comment j'ai souffert 8 fois en prison pour lui. Alors comment je peux trahir ce peuple? Je n'ai pas encore tiré bénéfice de mes souffrances. Et cela ne peut passer que par les élections. Voilà, vous le dites. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le nombre d'enrôlés à travers le pays après nettoyage du fichier électoral avec des doublons qui se sont élevés malheureusement au nombre, en tout cas incroyable, 6 millions au total. Suivant ce reportage. Devant la presse nationale et internationale, politiques et acteurs de la société civile, ainsi que les partenaires extérieurs, le rapporteur de la CENI a lu les statistiques des électeurs par entité électorale. La ville de Kinshasa, par exemple, compte 4 457 000 électeurs. Toutes les 26 provinces réunies, la Commission électorale nationale indépendante enregistre un chiffre de 40 287 387 électeurs, ce qui donne l'occasion au président de la CENI de prendre la décision proclamant les résultats brut des électeurs. Cette décision radie également quelques personnes pour irrégularité. Les mineurs sont radiés à titre conservatoire et les agents de la CENI qui se sont compromis seront traduits devant les instances judiciaires. L'étape suivante est celle de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant répartition de sièges. À travers le ministère de l'Intérieur et celui de la décentralisation pour adopter l'avant-projet de la loi portant répartition des sièges. Ce qui nous reste à faire par la suite, c'est que nous voudrions d'abord remercier les députés nationaux et les sénateurs, les membres du gouvernement qui nous ont toujours appuyés, mais de l'autre côté, nous comptons sur la diligence des chambres du Parlement pour que la loi soit adoptée avant la fin du mois d'avril et qu'elle soit promulguée au 8 mai comme prévu dans les calendriers. Ces résultats font état de 52% d'électeurs hommes et 48% d'électeurs femmes. Les radiés sont au nombre de 6 254 902. Le cas des doublons sont estimés à 5 381 763. Le quotient électoral est de 80 557 pour la députation nationale et 51 657 pour la députation provinciale.
Réagissons aux propos de l'ambassadeur de la Corée du Sud sur le manque de fiabilité de machines à voter. Jean-Baptiste Itipo, chargé de la communication de la Commission électorale nationale indépendante, refuse l'implication de la Corée du Sud, estimant que le contrat a été signé entre la CENI et une entreprise privée, mais ce n'est pas avec l'État ou la Corée du Sud. Sur le reportage que nous propose Alain Oka. Le directeur de la centrale électorale, Jean-Baptiste Itipo, a répondu au communiqué de l'ambassade de la Corée du Sud en République démocratique du Congo. Pour les chargés de la communication de la CENI, la centrale électorale n'a conclu aucun marché, voire aucun contrat avec le gouvernement sud-coréen. Par contre, ce qui est vrai, l'administration électorale de la RDC a signé un contrat avec une entreprise privée de la Corée du Sud, Miri System, pour fabriquer la machine à voter dans le but de faciliter pas seulement le vote rapide, mais également réduire les coûts et permettre à la CENI de publier à temps les résultats. Face à ces communiqués publiés à Jeune Afrique, Jean-Baptiste Itipo invite les uns et les autres à respecter l'indépendance de la CENI, seule institution qui a le monopole d'organiser les élections en RDC. L'opinion doit également retenir que en 2006 et 2011, et même pour les prochains scrutins, les choix des fournisseurs de matériaux électoraux n'ont aucunement été influencés par les décisions politiques d'État à État, mais plutôt sur base de l'expertise et du cahier des charges présenté par la Commission électorale nationale indépendante. Aussi, toute prise de position diplomatique d'un quelconque État sur les contrats signés avec la CENI ne peut influer sur les décisions prises avec les entreprises. Et parce que vous avez cité la Corée du Sud, dans la lettre qu'on attribue, n'est-ce pas, à l'ambassade et au gouvernement de la République sud-coréenne, vous trouverez, il est clairement dit dans cette lettre que le gouvernement coréen ne dispose pas des moyens pour, n'est-ce pas, arrêter un contrat signé entre une entreprise et avec la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. C'est cela la responsabilité, Gabriel Mokia. Vous parliez des élections, toujours prêt avec votre parti. Là, c'est la CENI qui vous annonce les couleurs. L'enrôlement a eu lieu, quarantaine de millions, mais on constate aujourd'hui 6 millions de doublons. On a toiletté le fichier électoral. C'est bien parti maintenant, hein? Plus de prétextes. Bon, on a toiletté les fichiers électoraux. En présence de qui? Il a fallu que nous, à l'opposition, on envoie des membres pour quand même contrôler. Il n'y a pas eu d'invitation. Vous n'avez pas été associé? Non. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a un flou. Parce que j'ai copié, la CENI aujourd'hui, c'est une CENI de Pona Bilongi. On cache quoi? Les élections doivent être propres. Hein? Quand nous allons confesser, aller prendre notre communion, il n'y a pas de secret. Le prêtre connaît, j'ai fait ceci, et je vais prendre la communion le dimanche. Mais si maintenant vous commencez à cacher des choses, c'est qu'il y a un autre plan B. Mais où nous allons seulement prendre part aux élections comme des simples figurants. Le match a déjà été joué ailleurs. Alors je regrette, messieurs les journalistes. Les Congolais doivent apprendre à être justes vis-à-vis de leurs semblables. C'est justement là l'indépendance aussi de la CENI. Hein. Il ne faudrait pas que vous puissiez vous impliquer totalement comme qui travaillerait ensemble avec la CENI. Non, toilettage des fichiers électoraux, les gens doivent s'impliquer. Parce qu'il y a des doutes. Sangaré était venu ici, mais là, paraît dans ces fichiers électoraux, s'allongent les diables des militaires, des policiers et tout ça, et des étrangers. Mais il fallait qu'on puisse nous démontrer le contraire de ce que Sangaré avait dit. Mais faire à Katimini, c'est comme s'il y a une dictature très forte là-dedans. Vous-même, les opposants, si vous n'êtes pas responsables. Lorsque cette opération de l'enrôlement a commencé, mais on vous a vu un peu distrait, vous n'aviez pas accompagné la CENI à travers les provinces lorsqu'elle faisait ces opérations, pour savoir à telle province, beaucoup seraient enrôlés, beaucoup ne seraient pas enrôlés. Vous n'aviez pas accompagné la CENI
peut-être vous lisez mal l'histoire. Tu sais que quand une histoire est boutiquée, les accompagnateurs, vous risquez gros. C'est parce qu'il y a, on dit l'indépendance, mais il y a la MONUSCO ici qui devait fournir un effort pour que les politiciens s'impliquent en accompagnant la CENI dans certaines opérations. Même là où il y a les rebelles, où c'est difficile, mais nous savons que la présence de la MONUSCO peut faciliter la tâche. Mais quand on fait des choses tout en oubliant les politiciens aussi, ils savent que tirer une balle réelle sur eux, c'est très facile. Alors, où allons-nous avec tout ça? La magouille, ça va produire que l'injustice. C'est pourquoi nous gardons des fois silence, nous voyons où allons-nous avec ces élections, où allons-nous avec la CENI. Alors, mais la fraude, parce que vous parlez fraude, en d'autres termes, mais il y a aussi la question de la machine à voter qui s'invite au débat. Le débat, c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, aucune solution. Vous avez suivi le communicateur de la CENI intervenir simplement parce qu'il y a eu l'ambassadeur de la Corée du Sud qui a parlé au nom de son pays, qu'il n'y aura pas plutôt possibilité de la fiabilité du résultat lorsqu'on aura accepté que les élections s'organisent avec les machines à voter. Vous avez vu la dernière organisation des Jeux olympiques à Séoul. Vous avez vu la technologie de la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en avance de la technologie. Ils savent ce qui va arriver. Mais nous sommes pris en otage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien que payer les Congolais, ça pose des problèmes. L'État n'a toujours pas d'argent. Mais les étrangers ont pitié de nous, les vrais étrangers. Pas les étrangers qui pillent chez nous à bras ouverts. Mais voilà, il a dit les réalités, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À l'impossible, ni tenir. On a essayé les marches, on a essayé ceci. Donc, c'est qu'il y a un plan B de la CENI, avec le pouvoir à place. Mais nous, on va y prendre des parts. Ça veut dire que maintenant, vous commencez à creuser seulement les bras. Que Dieu soit avec nous, comme cela est la coutume dans notre... Que Dieu soit avec nous. Donc, vous commencez à croiser les bras, attendre seulement la volonté de Dieu, c'est ça? On va y travailler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les grandes puissances vous disent, journalistes, dites un mot qui a un consort, il n'y a pas fiabilité des fichiers électoraux. Qu'on dise finalement que l'opposition est affaiblie alors? Bon, oui, l'opposition a quelque chose d'affaibli avec des divisions, avec l'incapacité de se réunir pour contraindre ces gens, mais on va seulement aller. On va aller aux élections en ordre de disperser. Ça, c'est encore un autre problème. Pour donner la force à l'adversaire de tricher ou de passer outre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez tout le temps de vous organiser. Réagissons sur la RFI. Le nouveau président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, promet l'engagement de l'opposition jusqu'à l'instauration d'un état de droit juste en République démocratique du Congo. Suivons-les. Isolé par quoi? Je crois que c'est plutôt lui qui est isolé. Nous avons maintenant, au-delà du rassemblement, nous avons des discussions très avancées avec l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba représenté par Mme Eve Bazaïba. Et donc, il n'y a vraiment rien à craindre. L'isolement, c'est plutôt lui qui a été dans le vagabondage politique qui doit en tirer les conséquences. C'est pas nous, parce que la dynamique est en train de prendre forme et demain, nous allons additionner nos sièges après avoir additionné nos forces. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'aller à des élections qui vont nous amener une alternance. L'objectif principal de notre combat, c'est de l'émergence d'une nouvelle direction dans ce pays, une direction qui va émaner de la volonté de notre peuple et qui va enfin pouvoir s'occuper de ce peuple, d'instaurer un état de droit, de mettre fin à cette instabilité, à cette insécurité à l'Est, au centre aujourd'hui et dans d'autres régions, et de penser enfin au bien-être de ce peuple, parce que nous sommes dans un pays aux énormes potentialités. Nous pouvons faire des merveilles et c'est ce que nous demandons à travers les élections qui vont arriver. Oui, ça m'est égal, mais quelque part, quand vous dites qu'ils soutiennent, non, je crois qu'ils reviennent à la vérité, parce qu'il fait aussi partie de ceux qui nous ont torpillés, qui ont aidé ce pouvoir en se laissant débaucher. C'est dommage ce qu'ils ont fait, parce qu'ils nous ont fait perdre comme ça une année entière, et tout cela pour ça, quoi, j'allais dire. Donc, pour revenir aujourd'hui à la vérité. Donc moi, ça m'est égal, tant pis, tant mieux. C'est au peuple maintenant de juger, c'est lui le juge.
En effet, je ne suis pas sûr parce que le processus électoral reste opaque. Il y a cette histoire de machine à voter que nous ne voulons absolument pas, que nous allons rejeter d'ailleurs avec la dernière énergie. Il y a cette histoire de fichier dans lequel on retrouve des enfants, même des bébés, figurez-vous. Il y a encore beaucoup de couacs sur le parcours électoral, des couacs parsemés évidemment par le pouvoir pour qu'on n'ait pas ces élections. Donc il est fort possible qu'on n'ait pas d'élections ou à défaut même d'élections crédibles. Et tout ça, nous insistons parce que nous voulons absolument éviter la mésaventure de 2011 où nous avions largement gagné. Donc nous ne voulons absolument pas revivre cela, ce cauchemar des élections. Ça ne m'étonne pas parce que je suis de ceux qui ont toujours pensé que M. Joseph Kabila ne veut réellement pas quitter le pouvoir. En fait, c'est ça. Tout ce que vous voyez depuis 2016 où il devait être parti et où on aurait dû avoir des élections, c'est uniquement dû au fait que M. Kabila n'est pas prêt, ne veut pas quitter le pouvoir. Pourtant, nous avons tout fait. Nous avons donné des garanties et je continue, je le répète encore. Nous, notre pouvoir ne sera pas un pouvoir qui privilégiera la chasse aux sorcières. C'est un pouvoir qui va amener la paix, la justice et donc il y aura pas du tout de chasse aux sorcières. Donc. La sortie secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, sur la RFI, annonçant la condamnation anticipative de Moïse Katumbi, a été jugée inconcevable par la CAJ. Laetitia Lovozo, reportage. Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD sur la Radio France Internationale, annonçant que Katumbi sera condamné et ne sera pas candidat pour la présidentielle prochaine en RDC, ont été qualifiés par l'Association congolaise pour l'accès à la justice d'instrumentalisation de la justice par le régime et une détermination à empêcher Katumbi de postuler comme président de la République. Georges Kapiamba appelle plutôt le gouvernement à appliquer l'accord du 31 décembre 2016 ainsi que la résolution 2409 du Conseil de sécurité. La CAJ prie la représentante du secrétaire général des Nations Unies et le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à noter que cette déclaration révèle une politique qui va obstruer la mise en œuvre des mesures de décrispation politique de l'accord de la Saint-Sylvestre et la résolution 2409 du Conseil de sécurité et d'en informer urgemment ces derniers pour des sanctions conséquentes. Akash demande au procureur général de la République d'abandonner toute poursuite judiciaire contre Katumbi et de ne pas se laisser entraîner dans une lutte des adversaires politiques visant à éliminer l'autre. La CAJ commande aux partis politiques, à la société civile et à la population de défendre par tous les moyens les droits, par tous les moyens des droits, l'indépendance du pouvoir judiciaire, car constitutive d'un des droits fondamentaux indispensables à l'édification d'un état de droit que le peuple congolais appelle avec tous leurs vœux. Le collectif d'avocats de Moïse Katumbi est contre la fixation du procès par le procureur général de la République en rapport avec le dossier de spoliation et celui du recrutement des mercenaires. Suivant. Le collectif d'avocats de Moïse Katumbi réclame l'application de l'article 19 de la Constitution dans l'affaire de mercenaires qui opposent leurs clients Moïse Katumbi Tchapoué et le ministère public. Pour les collectifs, la fixation de cette affaire par le procureur général de la République déférant Moïse Katumbi devant la Cour suprême de justice est une saisine irrégulière, car leur client ne sera pas devant son juge naturel et cela donne déjà les impressions d'un procès pas équitable. Moïse Katumbi est-il injusticiable de cette Cour? Pourquoi ne peut-il pas être déféré devant son juge naturel? En saisissant la Cour suprême de justice, faisant office de Cour de cassation, le procureur général de la République a implicitement conféré à M. Moïse Katumbi Tchapoué un privilège de juridiction dont il n'est plus bénéficiaire depuis sa démission du poste de gouverneur de l'ancienne province du Katanga le 29 septembre 2015. Et en cette matière, les textes sont très clairs. Vous êtes des journalistes, lisez les textes qui nous dirigent et nous ne comprenons pas pourquoi cette fois-ci le procureur général de la République
a choisi de le déférer devant la Cour suprême de justice, alors qu'il n'est pas du tout, alors qu'il n'est pas le tribunal compétent. Et pour montrer qu'il y a un tribunal compétent, nous citons l'affaire Stoupis. Il a été déféré devant le tribunal de paix et vous connaissez ce qui a été fait là-bas. L'imprécision des dates auxquelles on tiffe leurs clients court un risque d'un jugement des derniers ressorts de la justice. Ici est dénoté que le procureur général de la République accuse Moïse Katumbi de fait ci-après lever des troupes armées engagées ou enrôler les soldats. Moïse Katumbi aurait fourni des armes et munitions sans ordre ni autorisation du gouvernement. À en croire les collectifs d'avocats de Moïse Katumbi, le procès est fixé au mois de juin de cette année 2018. Gabriel Mokia, je disais ici que la mission n'est pas facile, hein, surtout pour l'opposition. Aujourd'hui, vous aviez suivi le point de vue de Félix, plus que déterminé. Bon, ensemble avec les autres partis politiques, il y a possibilité que l'opposition gagne les élections, mais vous prenez la direction de l'Union de l'opposition congolaise, Gabriel Mokia. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de vous voir tous être ensemble et regarder vers la même direction? Il y a possibilité. L'IDPS a signé dans la création de l'Union de l'opposition congolaise. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble. Quelles que soient nos divergences, mais nous sommes tous ensemble. Moi, je ne peux pas contredire Félix ou quelqu'un d'autre qui mijote à ce que nous puissions gagner les élections ensemble. Donc, je suis pour tout le monde. Je suis pour tous mes amis de l'opposition. Nous étions restés comme des enfants, des orphelins. Maintenant, nous avons quand même grandi, des diplômes, de ceci, l'âge des enfants, des femmes et des amis. Mais nous pouvons aussi réfléchir tous ensemble pour gagner les élections. Parce que gagner les élections, ce n'est pas chose difficile. Mais tout dépend de l'esprit de la combativité de nous autres, de notre honnêteté, de notre engagement. Si nous sommes sérieux, le peuple nous fera confiance. Parce que celui qui vote, c'est le peuple. Et nous serons là pour accomplir notre devoir, pour gagner et redresser toutes les situations que le peuple est en train d'endurer, les situations difficiles, les fonctionnaires, agents de l'État, policiers, militaires qui souffrent, et le peuple. Alors, j'adhère à tout ce que les amis sont en train de dire. Créer une plateforme ne signifie pas qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour redresser la situation et pour battre l'adversaire. Pour aujourd'hui, l'adversaire est fragilisé par la vie, par le social difficile de la population. Voilà, nous avons le pain sur les planches, nous pouvons gagner les élections, je vous dis la vérité. Que ce soit Félix ou bien moi, le peuple nous fera confiance, mais ne fera pas confiance à la majorité qui a échoué dans sa gestion pendant plusieurs années. Mais vous arrivez souvent à vous diviser. C'est quoi souvent à la base? Parce que l'unité, oui, ce n'est pas la première fois que vous osez penser à des actions comme ça, mais à la finalité, c'est toujours des divisions. Cela peut être justifié par quoi? J'ai recollé la dynamique de l'opposition en ce temps. La dynamique a fait preuve parce que nous étions toujours là, on s'est donné des conseils, on se tenait main dans la main. Aujourd'hui, rien n'est encore trop tard, qu'on puisse se souder tous, sans exception. Mettons nos colères, nos divergences, nos injures de côté. Mais regardons à la même direction, mais nous allons battre le pouvoir parce que nous avons déjà trop souffert dans notre pays. Mais nous avons des pistes, nous avons les éléments pour convaincre auprès de notre population qui vote. Tout dépend de vos comportements. Tout dépend de notre comportement. Mais rien n'est encore trop tard. On est là. Alors, un mot en rapport avec le dossier Katumbi, Moïse Katumbi et Gabriel Mokia. Vous avez suivi, le procureur fixé déjà au mois de juin le procès. Et pourtant, il y avait l'accord qui avait pris en charge cette question. Procès Katumbi, d'autres parlent de l'acharnement du pouvoir qui voudrait l'écarter de la course. Est-ce que ça peut être perçu comme ça? Bon, je ne sais pas. Le pouvoir a l'argent, Katumbi a l'argent. Mais qu'est-ce qui se dispute les deux? La peur de voir la personne est capable de remporter peut-être les élections. Ah, peut-être. Au nom de l'argent qu'il peut posséder. Mais si mon jeune frère Katumbi m'avait écouté, je lui avais dit au téléphone, ne vous prononcez pas encore que vous serez candidat. Il allait être libre. Mais
Voyez, hein, moi, je n'ai pas la maîtrise de ces dossiers. Mais parce que les problèmes de nationalité ici, nationalité Makayabo, il y en a beaucoup. Ça veut dire quoi, nationalité Makayabo? Mais nationalité Makayabo aussi au Congo, si on veut mettre, on prend les gens naître pour dénicher qui est qui. Je crois que beaucoup de gens, il y aura toilettage dans l'appareil de l'État et tout. Au moins 70% d'acteurs politiques. Ah! Du fait qu'on avait bloqué les moratoires, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Hein? Mais il y a le dossier spoliation, il y a le dossier mercenaire, et tout ça c'est aligné. Et voilà. Écoutez, si moi, Mokia, je vous dis que j'avais acheté 8 immeubles à la Gombe pendant la Deuxième République, a fortiori Moïse qui a des milliards, il peut spolier quelque chose de 1,5 million de dollars que l'État même n'est pas capable de me payer. Et vous-même, on vous a spolié combien? Moi-même, on m'a spolié combien? On a arrêté qui? Hein? Je me limite que dans vos micros, je fais des réclamations. Comme je n'ai pas un homme fort derrière moi, l'homme fort aussi, c'était Badi Banga. Il a signé le document de restitution des immeubles de Mokia, attériné par le chef de l'État. Là, au moins, ce côté, le chef de l'État, il a fermé les yeux et le ministre de la Justice, ils ont fermé les yeux qu'on me restitue. Mais, on a arrêté qui? Les spoliataires sont là. Mais ce dossier de Moïse, 1,5 million de dollars, vous allez rater les élections pendant qu'il utilise des milliards dans sa vie pour... Vous savez, monsieur le journaliste, excusez-moi, je n'ai pas la maîtrise de cette affaire. Merci, ça c'est une honnêteté. Je n'ai pas vraiment la maîtrise. Pour une maison de 1,5 million à discuter, ça c'est le prix donné, mais on peut toujours discuter. Mais si Moïse va manquer 1,5 million pour rembourser ou pour faire ceci, moi je crois que c'est une question politique. Question politique, merci. 24 heures après l'arrestation du journaliste Eliezer Ntambwe, dans le conflit qui l'oppose au gouverneur Ngoïka Sanji, les professionnels des médias ont effectué une marche jusque chez le procureur général de la République pour plaider la libération de leurs confrères. Jacques Kalonji, reportage. 24 heures après l'interpellation du journaliste Eliezer Ntambwe, quelques professionnels des médias ont pris d'assaut le parquet du tribunal des grandes instances de la Gombe aux premières heures de la matinée. Une marche improvisée des journalistes présents est partie du palais de la justice à Gombe jusqu'au bâtiment de l'INSS sur le boulevard du 30 juin où est logé l'office du procureur général de la République. La finalité était de solliciter du PGR la liberté provisoire du journaliste Eliezer Ntambwe. Un de ces journalistes explique la réponse du procureur général de la République. La liberté étant la règle, la détention l'exception, nous avions demandé ici que la procédure soit respectée, mais puisque la maison est connue, les biens sont connus, l'endroit est connu et qu'Eliezer Ntambwe n'est pas un voleur ou un fugitif, qu'il vienne comparaître en citoyen libre. Nous ne refusons pas de procès, nous acceptons que le procès se tienne, mais qu'il ne soit pas détenu parce que selon les informations que nous avons, Eliezer doit être envoyé à Makala. C'est au regard de ces informations-là que nous sommes venus chez l'autorité pour que la procédure soit respectée. Nous avons rencontré les autorités, nous avons eu l'entretien. Nous sortons ici, nous n'avons reçu aucune assurance que tout se passerait comme nous l'avons voulu. La délégation est entrée pour représenter tous les journalistes. Nous ne pouvons pas entrer et venir vous dire le contraire de ce qui s'est passé là-bas. Donc, nous devons tous rester debout, continuer la pression, rentrer au parquet pour que justice soit faite. Notons qu'Eliezer Ntambwe est placé à garde à vue et depuis lundi à la suite d'une plainte du gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoïka Sanji, pour acharnement et calomnie répétée contre la personne du gouverneur. Un geste que Ngoïka Sanji dit n'est pas regretté selon sa mise au point de ce 2 avril. Pour l'instant, le parquet se prépare à confronter les deux parties. En attendant, Eliezer Ntambwe est maintenu à garde à vue. Un groupe d'inciviques instrumentalisés ont attaqué le siège de l'Assemblée provinciale du Congo central, occasionnant plusieurs préjudices matériels et humains,
des actes qui n'ont pas laissé indifférents les notables de cette province. Suivant. Trop, c'est trop. Le vendredi 30 mars 2018, la communauté nationale a vécu un drame sans précédent dans l'histoire du Congo central, en rapport avec les événements malheureux enregistrés à Matadi lors de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2018 de son assemblée provinciale. En effet, des inciviques non autrement identifiés ont attaqué sans retenue le siège de la première institution provinciale et caillassé les véhicules des autorités et autres invités conviés à la dite cérémonie. Plus grave encore, au-delà de dégâts matériels importants, il y a même eu mort d'hommes. La communauté Congo exprime ainsi sa plus profonde indignation. Elle condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie d'une autre époque et surtout lorsque l'on sait, d'après les recoupements faits, que ces inciviques ont été instrumentalisés. La communauté Congo exige ainsi qu'une enquête indépendante sérieuse soit diligentée pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs matériels et moraux des dits incidents conformément aux lois de la République. Au regard de la gravité des faits et en attendant l'intervention de la haute hiérarchie, que nous sollicitons du reste, ou l'implication responsable de l'Assemblée provinciale, nous exigeons que des mesures conservatoires soient prises contre les autorités politico-administratives de la province, dont le silence coupable jusqu'à ce jour est plus qu'éloquent sur leurs responsabilités, qui amenuisent gravement l'image de marque de la communauté Congo. La communauté Congo s'engage enfin à dépêcher dans les tout prochains jours une équipe d'information à Matadi pour faire elle-même les constats. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout compte fait, la communauté Congo exige que l'autorité de l'État soit urgemment rétablie dans cette terre de paix, terre de Kimpavita, terre de Simon Kimbangu, terre de Joseph Kasavubu et d'Edmond Zalando. Gabriel Mokia, question de l'insécurité. Là, c'est les inciviques qui ont attaqué l'Assemblée provinciale du Congo central, occasionnant des morts et des dégâts matériels. Et les députés de cette province réunis ont fait une déclaration souhaitant alors envoyer une délégation pour une bonne enquête et finalement penser à trouver solution. Mais je reviens là, je vois là la question de la sécurité ou insécurité à travers le pays. Autre dossier, c'est à l'Est, où le problème se pose aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec les députés qui ont invité le ministre de la Défense de pouvoir venir s'expliquer parce que les crises continuent à l'Est, les tueries, les pillages, les morts, ainsi des assassinats. Jusqu'à quand des conditions ou des cas comme ça? C'est une situation trop nébuleuse de l'Est. Si ce n'est que moi, si cela ne dépendait que de moi, on doit inviter tous les anciens ministres de la Défense, de sécurité du territoire, pour leur poser un peu de questions. Tous les anciens, tous ceux qui sont passés par là. Tous ceux qui sont passés avec celui, le dernier ici, qui nous explique un peu. Parce que si c'est moi qui peut être... C'est une bonne idée aussi. Hein? Oui. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, chargé de la sécurité du territoire et ordre public, des choses comme ça ne peut pas arriver. Moi, je trouve qu'il y a des combines dans cette affaire. Parce que comment je peux venir tout le temps jeter des pierres dans ta maison et toi, tu ne répliques jamais? Des fois, on arrête les assaillants. Mais ces gens disparaissent comme ça dans la nature. Alors, au lieu que nous, Congolais, on puisse seulement rester en train de kérorer, moi, je crois qu'il y a une d'urgence. Tous les anciens ministres de la Défense, sécurité du territoire, Défense nationale, doivent se retrouver dans un plus bref délai. Je serai là, je ne suis pas ministre, je vais un peu comprendre et poser les questions. Mais on va vous intégrer comment? Parce que on ne va pas m'intégrer, mais je serai là comme un politicien. Président des partis politiques. Mais les autres aussi vont réclamer d'y être. Alors, il n'y a pas que moi, d'autres aussi peuvent venir, on peut sélectionner. Mais parmi les gens qui seront sélectionnés, je préférerais être là, figurer, et qu'on puisse voir tout ça. Mais pourquoi l'Est est toujours dans cet état?
Puis ça sera aussi mon discours pendant la campagne électorale. Parce que je ne maîtrise pas l'Est. Mais je voudrais que si je suis élu, si je suis ceci, je vais régler la situation. Je vais consacrer vos efforts. Mes efforts. Plus à l'Est. Pour régler une fois pour tous ces problèmes de l'Est. Dis, un homme, on doit laisser un adversaire, un ami commencer à te rosser des coups du matin au soir. Tu ne peux même pas prendre une pierre et lui donner dans sa tête. Même pas une pierre. Quand vous n'avez pas de biceps, mais prenez une pierre, Dieu a mis des pierres de ceci, tu prends, tu lui donnes, tu le décourages. Mais ce n'est pas pour autant que nos militaires n'ont pas des armes, ils ont des armes, en d'autres termes. Bon, je ne sais pas. Alors maintenant, si tu dis de cette façon, on appelle maintenant de tous les anciens ministres. Alors, mais comment comprendre Mokia? La fois passée, c'était le chef de l'État, il était à l'Est, il y rentre, il dit à Nitouri, après moi, il n'y aura plus rien. Mais après, il y a eu des morts. Le ministre de l'Intérieur va dernièrement à Djougou, il y rentre avec promesse, après lui, il n'y aura plus rien. Mais quelques jours après, il y a eu des morts, des assassinats. C'est quoi? Est-ce que c'est une façon de les défier ou c'est quoi? C'est au peuple de poser la question au chef de l'État. Pourquoi toujours votre passage à l'Est, à la fin du compte, il y a des morts? Que cache ce genre de troubles? Parce qu'il y a toujours, nous apprenons l'implantation. Nous, on avait des militants là-bas, mais les militants sont arrêtés à l'Est. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais libérés. On a demandé des cautions. Les cautions envoyées, on dit que ça ne suffit pas. On envoie, on nous dit, oh non, tout ça. Mais je ne comprends pas cette affaire de l'Est. Vous voyez, nous allons nous retrouver les frontières héritées de la colonisation, toutes parties auprès des autres pays. Nous allons rester comme ça. Mais il faut que vous, les Congolais, vous puissiez ouvrir l'œil. Bien que moi, Mokia, j'arrive, je serai trop dur envers le dire qui vient nous piller. Mais faisons un effort d'alignation. Nous allons gagner ces gens. Merci. Le refus de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence des donateurs sur la crise humanitaire a été radicalisé par la dernière déclaration du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitondo. Suivant. Réunis à Genève sont loin de céder aux caprices de Kinshasa, matérialisés une fois de plus par la dernière conférence de presse de Léonard Okitondo, le ministre des Affaires étrangères congolais, qui récuse la stratification level 3 pour la RDC, traduisant la déliquescence humanitaire très élevée qui signifierait refus catégorique d'investisseurs de fouler le sol congolais. L'allégation de Léonard Okitondo note Genève note étayée d'aucun argumentaire avec éléments probants à l'appui pour changer la donne. Les donateurs regrettent ces boycotts qui mettent plus en mal la population civile exposée avec acuité à toutes sortes de catastrophes humanitaires, car le gouvernement de Kinshasa est peu convaincant quant aux mesures urgentes devant faciliter le changement du visage humanitaire en République démocratique du Congo. Les résolutions assorties de cette conférence ont déclaré certains donateurs seront soumises à l'approbation du gouvernement de Joseph Kabila, qui sera appelé à apprécier leur impact réel sur les populations meurtries par la situation humanitaire alarmante, avec plus ou moins 82% de la population privée d'accès aux conditions humanitaires de qualité. Là, vous avez suivi le commentaire de Jean-Pierre Njonji sur la position du gouvernement, surtout à travers le point de vue du vice-premier ministre aux affaires étrangères, Léonard Okitondo, le refus d'aller participer maintenant à la conférence des donateurs à Genève, et simplement parce qu'on a classé la République démocratique du Congo sur la liste L3, ça veut dire le pays à haut risque, et par conséquent, le gouvernement de la République pense que cela risquerait de décourager les investisseurs. Nous ne sommes pas si dangereux, le pays n'est pas si dangereux qu'on peut nous classer sur cette liste. Par conséquent, on ne saura pas participer si on ne change pas de position. Voilà, c'est dans 2 jours que cette conférence va s'ouvrir, mais probablement avec l'absence de la République démocratique du Congo. Nous sommes des victimes, nous, peuple congolais. Notre gouvernement a refusé d'aller participer dans une telle conférence. Peut-être on peut trouver des voies et moyens pour éradiquer ces gens-là qui viennent pour nous détruire. Je crois que c'est un crime. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, doit raisonner 1000 fois
avant de refuser dans une conférence des donateurs. Il n'a parlé qu'au nom du gouvernement. Hein? Il a dit à son nom. C'est au nom du gouvernement qu'il a parlé. Il a parlé au nom du gouvernement. Justement. Mais le Premier ministre n'a qu'à prendre ses responsabilités d'envoyer les gens. Parce que dans cette conférence, vous allez maintenant évoquer les mobiles qui poussent les pays voisins à venir piller et à tuer chez nous. Au lieu qu'on nous donne toujours les paix, on doit nous donner les voies et moyens d'une forte sécurité, sécuriser les gens de l'Est pour qu'on ne puisse pas nous donner des paix quotidiennes chaque jour. Mais pourquoi? C'est quel genre de politique? C'est comme si on veut nous sacrifier, même si le monde devait nous aider. Alors que on n'a même pas de moyens. Nous avons beaucoup de réfugiés, de déplacés. Non, ces réfugiés-là cachent beaucoup de choses. Ce sont des gens de l'implantation auxquels un mouvement de réfugiés de part et d'autre, c'est pour cacher, c'est un arbre qui cache la forêt, qui puisse aller dans cette conférence, poser clairement les problèmes du Congo, poser clairement les problèmes du Congo, à terme d'éradication de ceux-là qui viennent détruire les filles et les fils de notre pays. Nous n'avons pas besoin d'autant de réfugiés. Le Congo doit être un pays libre. Mais si nous avons la honte, avec cette honte, on continue toujours à mourir. Mais c'est quel gouvernement? Merci. Une session ordinaire a été ouverte par le Conseil social et économique où son président Jean-Pierre Kiwakana a expliqué les défis économiques que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mariam Bongo nous propose ce reportage. De cette session, 4 grandes thématiques seront abordées afin d'apporter une réflexion auprès des décideurs sur la manière d'adapter la gestion des différents axes principaux de la vie sociale et économique de la République démocratique du Congo, a expliqué le président Jean-Pierre Kiwakama, président du Conseil économique et social. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. Il s'agit plus particulièrement de son espace, urbanisation, forêt et de la fiscalité de son secteur privé qui reste le moteur de sa croissance et de sa citoyenneté, du civisme et de la corruption. Ça sera une façon logique d'interpeller la conscience nationale sur les grands enjeux du développement socio-économique de l'heure. Le Conseil économique et social, la chambre consultative regroupant tous les acteurs économiques et socio-professionnels de la nation. L'objectif étant de contribuer à la création de la richesse nationale et d'asseoir une classe moyenne congolaise. Par ailleurs, le nouveau code minier met fin à une clause de stabilité qui protégeait les opérateurs miniers contre les changements du régime fiscal et douanier durant 10 ans. Les aspects sur la protection de l'environnement et de la défense des intérêts des communautés locales ont été pris en compte dans l'élaboration de l'examen du nouveau code minier. La révision a donc tenu compte du développement durable ou de la situation climatique car, avec la nouvelle loi, lorsqu'une entreprise minière s'installe, elle est obligée d'engager des consultations avec les communautés locales pour prendre connaissance de leurs besoins et les intégrer dans leurs projets de développement à travers un cahier des charges. Les titulaires ont l'obligation de réparer tout dommage causé par son activité minière. Il faut rappeler que le Conseil économique a pour but d'analyser la conjoncture économique et sociale du pays, d'assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales et provinciales, évaluer leurs répercussions sur la vie des Congolais. La cérémonie de la remise et reprise entre Nicole Dibambo et Ernest Ilunga Kabila, nouveau directeur général de la RTNC, a été organisée en présence de Lambert Mende Omalanga sous la satisfaction, curieusement, du personnel de la RTNC. Suivant Gilles Boulembi, reportage. Après 7 ans de règne sans partage, avec un bilan, selon les agents de la RTNC, largement négatif, Nicole Dibambo s'en va la queue entre les pattes. Très content du retour à la maison d'Ernest Kabila Ilunga, les agents et cadres de la télévision publique l'ont réservé un accueil délirant. Comme preuve, ils l'ont escorté à pied, rameau à la main, dès l'entrée principale de la télévision nationale jusqu'à la porte d'entrée de la tour administrative où l'attendaient tous les membres du conseil d'administration. Le temps de saluer l'arrivée du ministre de la Communication, Lambert Mende, qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Direction, le bureau de l'ancien DG pour la cérémonie de la remise et reprise.
Allocution du sortant et l'entrant, signature du procès verbal, échange des dossiers terminé. Ernest Kabila Ilunga, qui sera secondé par Freddy Moulumba comme directeur général adjoint, prend désormais le bâton de commandement. Les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise qui ont salué son retour à la maison espèrent que l'espoir renaît grâce à ses retours. Ils demandent au nouveau directeur général de ne pas commettre des erreurs commises par son prédécesseur, comme l'affirme un des cadres de la télévision nationale. On dit mieux vaut tard que jamais. Le monsieur qu'il vient de nous envoyer est parti au mois d'avril. Et celle qui vient de sortir est arrivée aussi au mois d'avril. Cette coïncidence est expliquée, j'espère. Mais nous espérons que celui qui revient, comme il connaît la maison, il ne va pas tomber dans les erreurs qui ont fait partir la fille maison. Merci pour le chef de l'État. Et nous allons travailler. Là, la télévision va travailler comme une télévision nationale congolaise. L'église au milieu du village, comme on l'a toujours dit. Nous prenons le dernier reportage de la semaine qui a été marqué par la clôture du mois de la femme, par les femmes de Canal Kin Télévision, où la note spéciale a été le magazine Éducation pour tous. Suivant. Samedi 7 avril 2018, les femmes de Canal Kin Télévision ont clôturé leur mois. L'occasion de sensibiliser les femmes de médias sur les conséquences de l'usage de la drogue et autres stupéfiants dans la vie professionnelle. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pascal Orondier, le rédacteur en chef de Canal Kin Télévision, a conscientisé et réveillé la conscience de la femme afin qu'elle s'investisse sans ambiguïté dans la revendication de ce droit le plus élémentaire. Vous comprenez la responsabilité de la femme lorsque la question de l'éducation se pose. Les psychologues et les pédagogues nous parlent des 4 milieux éducatifs. Il y a la famille, il y a l'environnement, il y a l'école, il y a l'église. Mais l'espace privilégié pour la femme, c'est la famille qui est en même temps cellule de base de toute une nation. Et voilà, c'est à ce niveau qu'intervient la grande responsabilité de la femme. Après l'exposé du jour, les participants se sont lancés au jeu de questions et réponses. L'ONG Women's Christian Temperance Union, qui a fourni la matière du jour, lutte contre le tabagisme, l'alcool et la consommation de la drogue par la sensibilisation dans la vision de bâtir une société humaine sans drogue, sans alcool. Gabriel Mokia, on termine ce journal par éléments sur la RTNC. Vous avez vu la remise et reprise, parce que les opposants, souvent, vous n'avez pas l'accès à la RTNC généralement. Est-ce que cette fois-ci, avec l'arrivée du nouveau directeur général, on peut espérer le changement de la gestion pour que vous puissiez aussi participer aux émissions comme veut bien l'esprit de nos textes? Je ne sais pas. Cela n'a jamais été mon souci. Cela n'a jamais été mon souci parce que je connais, je ne sais pas quelle année que j'ai été dans cette maison pour parler. Et la RTNC fait le marketing que des gens du PPRD et de certains mouchards de l'opposition. Les vrais opposants comme nous n'avons pas accès. Et on n'a jamais revendiqué ni déclaré. Mais ils tombent seulement sous le coup de l'infraction de l'article 12 et 13 de la loi portant de la loi de l'opposition, sur l'opposition. Et les gens qui violent de telles lois comme ça sont là dans l'impunité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il y a quelque chose. Alors, l'autre question, Gabriel Mokia. La question, c'est moi, je remercie les peuples et d'informer le peuple que ma maladie est terminée. C'est comme ça que vous étiez un peu absent depuis un certain moment. J'ai maintenant fait un retour en force. Je vais reprendre mes activités politiques comme par le passé. Soutenez-moi, pas avec l'argent, mais moralement. Surtout par des prières aussi. Avec des prières, éviter les injures, éviter les soupçons. Quand opposants comme moi, honnêtes comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Je suis chrétien, je respecte Dieu, je respecte mon peuple. J'ai toujours connu des déboires pour ce peuple. Je ne vais jamais vous trahir jusqu'à la conquête démocratique du pouvoir par moi.
à travers vous pour sauver l'Est, sauver les femmes de l'Est qui sont violées, qui sont malmenées. Donc le peuple fait moins confiance. Avec l'opposition, nous allons gagner. Merci beaucoup Gabriel Mokia pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir. Merci. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à notre journal rétrospectif de ce jour. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain. Merci. You can reach me at 917.